Après avoir tout perdu, une dame âgée emménage chez son fils dans une luxueuse maison de maître. Elle y est accueillie par des sourires glaciaux, des règles subtiles et un étrange sentiment d'exclusion. Bientôt, elle réalise qu'elle est manipulée, droguée et réduite au silence, petit à petit. Elle doit désormais prouver sa lucidité avant qu'on ne la fasse disparaître pour de bon. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Continuons. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. L'après-midi tombait doucement sur la campagne provençale, baignant les champs de lavande d'une lumière dorée, lorsque le taxi s'arrêta devant un imposant portail en fer forgé. Madame Marie Dubois, une dame de 68 ans aux cheveux blancs noués en un chignon simple et vêtue d'une robe en coton fleuri, regarda par la fenêtre avec un mélange d'admiration et de malaise. La maison de maître qui se dressait devant elle, avec ses murs en pierre de taille et ses jardins méticuleusement entretenus, semblait sortie d'un autre monde, un monde bien loin de son petit village en Auvergne. D'où venait-elle? C'est bien ici, madame? Demanda le chauffeur de taxi, vérifiant l'adresse sur son application. Oui, mon fils habite ici, répondit Marie en serrant contre sa poitrine un sac en crochet délavé par le temps, son unique bagage en plus d'une petite valise. L'interphone fut actionné et une voix féminine, polie mais froide, autorisa l'entrée. Le taxi parcourut la longue allée bordée de cyprès jusqu'à s'arrêter devant l'entrée principale, où attendait une jeune femme. Grande, élancée, avec de longs cheveux noirs et une robe blanche immaculée qui mettait en valeur son bronzage parfait. Chloé Lambert souriait des lèvres, mais ses yeux restaient vigilants. Madame Dubois, bienvenue. Nous rencontrons enfin la mère de Stéphane, dit-elle en tendant une main aux ongles parfaitement manucurés. Je suis Chloé, la fiancée de votre fils. Il est en réunion importante, mais il devrait être là pour le dîner. Marie hocha la tête, essayant de cacher la fatigue du long voyage. Merci, ma fille. C'est une très belle maison. Oh, ce n'est que le début. Venez, je vais vous montrer votre chambre. Tout en suivant Chloé à travers des couloirs décorés d'œuvres d'art et de meubles qui coûtaient plus que tout ce qu'elle avait jamais possédé, Marie sentit une pointe de nostalgie. Cela faisait presque 5 ans qu'elle n'avait pas vu son fils unique. Depuis que Stéphane avait déménagé en Provence pour travailler dans une grande société de promotion immobilière et était rapidement monté au poste de directeur général, leur rencontre s'était limitée à de rares appels téléphoniques et à des messages pour les fêtes. La décision de venir vivre avec lui avait été prise après que sa petite maison de campagne en Auvergne eût été touchée par un glissement de terrain, la laissant sans autre alternative. « Voici votre chambre », annonça Chloé en ouvrant une porte au bout du couloiret, loin de la suite principale. J'espère que vous serez à l'aise. La salle de bain est là et cette porte donne sur un petit balcon. J'ai préparé quelques vêtements neufs dans le dressing, j'imagine que vous n'avez pas apporté grand-chose. La chambre, bien que luxueuse avec son lit king size et sa décoration dans des tons pastels, était située dans la partie la plus isolée de la demeure. Marie remarqua ce détail, mais remercia simplement d'un sourire timide. Je vais vous laisser vous reposer. À 19h, nous dînerons. Monique, notre gouvernante, viendra vous chercher. Ah, le téléphone portable ne capte pas très bien dans cette aile. Quelque chose à voir avec la structure de la maison, mais il y a un téléphone sur la table de chevet pour les urgences. Dès que Chloé ferma la porte, Marie s'assit sur le bord du lit, se sentant minuscule dans cet environnement spacieux. Elle ouvrit son sac en crochet et en sortit un vieux cadre photo. Dessus, un homme d'âge moyen souriait à côté d'un garçon d'environ 10 ans. Pierre, son défunt mari, et Stéphane, le fils qu'elle peinait désormais à reconnaître. Ah, Pierre, avons-nous bien fait d'envoyer le petit étudier dans la capitale? Regarde où il a atterri. Si loin de nous. 2 heures plus tard, lorsque Monique, une dame brune aux yeux bienveillants, vint la chercher pour le dîner, Marie avait déjà pris un bain et mis son plus bel ensemble, une jupe bleu marine et un chemisier blanc avec des détails brodés qu'elle avait cousus 2 ans auparavant. La salle à manger était immense, avec une table pouvant accueillir facilement 20 personnes. Chloé était déjà assise, pianotant distraitement sur son téléphone. Quand Marie entra, elle leva brièvement les yeux et lui indiqua une place loin de la sienne. « Asseyez-vous où vous préférez, Madame Dubois. Stéphane vient de me prévenir qu'il ne pourra pas dîner avec nous. Un imprévu avec des investisseurs étrangers. » La déception sur le visage de Marie fut visible, mais elle se contenta d'acquiescer et de s'asseoir.
Les employés commencèrent à servir des plats sophistiqués qu'elle reconnut à peine. « J'espère que vous aimez le foie gras et les Saint-Jacques poêlés », commenta Chloé, observant l'hésitation de la vieille dame. « Si vous préférez quelque chose de plus simple, je peux demander à la cuisinière. »« Tout est parfait. » »« Merci, » répondit Marie, sentant le ton condescendant dans les paroles de sa future belle-fille. Le dîner se déroula avec peu de mots échangés. Marie remarquait comment Chloé l'étudiait discrètement, comme si elle évaluait une menace potentielle. Lorsque le dessert fut servi, un entremets élaboré au chocolat et alors comestible, Chloé entama enfin une conversation plus longue. « Alors, Madame Dubois, Stéphane m'a si peu parlé de son enfance. Comment était-il petit ? » Stéphane a toujours été un garçon intelligent et déterminé. Très jeune, il s'intéressait aux constructions. Son père était maçon, vous savez ? Je crois que son goût pour l'ingénierie vient de là. Chloé haussa ses sourcils parfaitement dessinés. Maçon. Stéphane n'a jamais mentionné ça. Mon mari, Pierre, était un homme travailleur. Il a construit notre maison de ses propres mains. Stéphane l'admirait beaucoup. Un sourire froid se dessina sur les lèvres de Chloé. Intéressant comme il a évolué, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, il est PDG de la 3e plus grande société de promotion immobilière de France. Notre fête de fiançailles la semaine prochaine accueillera des politiciens, des hommes d'affaires, même des célébrités. Marie comprit le message subliminal. Son fils avait laissé derrière lui ses origines humbles et elle représentait un passé embarrassant. Après le dîner, Chloé proposa une tisane. C'est un mélange spécial que je prends tous les soirs. Ça aide à se détendre. Quand Monique apporta le plateau avec 2 tasses en porcelaine de Chine, Marie remarqua quelque chose d'étrange. Le liquide dans sa tasse avait une teinte légèrement différente et, en buvant une petite gorgée, elle sentit un goût amer que le miel ne parvenait pas à masquer complètement. Au fond de la tasse, un résidu blanc presque imperceptible s'accumulait. « Vous n'aimez pas la tisane ?» demanda Chloé avec une fausse préoccupation. Elle est différente. Je ne suis pas habituée à des tisanes si élaborées. C'est une recette de famille. Ma grand-mère disait qu'elle fait des merveilles pour la santé, surtout pour les personnes plus âgées. Marie n'en but que la moitié, prétextant que la fatigue du voyage lui avait coupé l'appétit. En se levant pour retourner à sa chambre, elle sentit un léger vertige. Elle l'attribua à la fatigue, mais une inquiétude commença à se former en elle. De retour dans sa chambre, elle s'assit sur le balcon et observa la lune qui illuminait les jardins luxueux. La maison de maître, malgré sa beauté, avait quelque chose d'oppressant, comme si ses murs gardaient des secrets. Marie sortit à nouveau le cadre photo de son sac et murmura, « Pierre, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette maison. Je sens que je ne suis pas la bienvenue. Mais notre garçon est ici, et je crois qu'il a besoin de moi, même sans le savoir. » Pendant ce temps, dans le bureau à l'autre bout de la maison, Chloé composait un numéro sur son téléphone privé. Docteur Moreau, oui, elle est arrivée aujourd'hui. Je vais avoir besoin de cette ordonnance dont nous avons parlé. Oui, celle-là même. Ne vous inquiétez pas, personne ne découvrira rien. Après tout, qui croira une vieille femme confuse face à la parole d'un médecin respecté et de la fiancée de l'un des hommes d'affaires les plus influents de France ? Le sourire qui se forma sur son visage était d'une beauté cruelle tandis que son regard tombait sur une photographie de Stéphane sur son bureau. Un homme de 40 ans, beau et confiant, avec une montre hors de prix au poignet et sans la moindre idée de ce qui l'attendait. Une semaine s'était écoulée depuis l'arrivée de Marie à la maison de maître. Chaque matin, elle se réveillait tôt par habitude, mais rencontrait rarement son fils, qui partait encore plus tôt pour des réunions. Chloé, quant à elle, semblait toujours présente, comme une ombre vigilante. Ce matin-là, Marie fouillait dans sa petite boîte à bijoux quand elle remarqua que quelque chose d'important avait disparu, le médaillon en or que Pierre lui avait offert le jour de leur mariage, il y a près de 50 ans. « Monique, avez-vous vu mon médaillon ? Celui en or avec une photo de mon mari ?» demanda-t-elle à la gouvernante qui rangeait la chambre. « Non, Madame Dubois. »« Êtes-vous sûre de l'avoir apporté ? » ?»« Absolument certaine. Je ne le quitte jamais, sauf pour dormir. Je l'ai laissé dans la boîte hier soir. » Monique semblait sincèrement préoccupée. « Je vais demander aux autres employés, mais personne ne touche aux objets personnels des résidents sans permission. » Après une recherche infructueuse,
Marie décida de parler à Chloé, qui prenait son petit déjeuner sur la terrasse principale, consultant des messages sur sa tablette. Chloé, ma chère, pardonnez-moi de vous interrompre, mais j'ai perdu un médaillon très important pour moi. La jeune femme leva des yeux impassibles. Un médaillon? Comment est-il? En or, avec la photo de Pierre à l'intérieur. Il a une immense valeur sentimentale. Chloé fronça les sourcils, posant la tablette sur la table. Madame Dubois, êtes-vous sûre de ne pas confondre les choses? Stéphane m'a dit que vous étiez un peu oublieuse ces derniers temps. Oublieuse? Non, je suis certaine que le médaillon était avec moi. Je ne porte que lui et mon alliance comme bijou. Un sourire compatissant se forma sur les lèvres de Chloé. Je comprends. Parfois, notre mémoire nous joue des tours en vieillissant. Ma grand-mère a commencé à cacher des choses et oublier ensuite où elle les avait mises. Ces mots frappèrent Marie comme un coup. Elle n'avait jamais eu de problème de mémoire. Et Stéphane n'avait jamais mentionné une telle préoccupation lors de leur rare conversation. Avant qu'elle ne puisse protester, elle entendit la voix de son fils. « Maman, j'ai enfin réussi à me libérer pour prendre le petit déjeuner avec toi. » Stéphane Dubois entra sur la terrasse, un homme grand aux traits rappelant son père, mais vêtu d'un costume italien impeccable et avec un air de confiance que Pierre n'avait jamais eu. Il embrassa sa mère sur le front, puis les lèvres de Chloé, qui prit immédiatement une expression de douceur que Marie n'avait jamais vue diriger vers elle. « Stéphane, ta mère racontait qu'elle a perdu un médaillon. Mais j'étais en train de lui expliquer que c'est peut-être juste un trou de mémoire, comme la fois avec les lunettes que tu m'as raconté. » Stéphane regarda sa mère avec inquiétude. « Le médaillon de papa? Maman, tu as déjà oublié où tu avais mis tes lunettes en Auvergne. Elles étaient dans le congélateur, tu te souviens? Ça n'est jamais arrivé, mon fils. Protesta Marie, sentant un frisson lui parcourir l'échine. Je n'aurais jamais mis mes lunettes dans le congélateur. Un échange de regards entre Stéphane et Chloé ne lui échappa pas. Il soupira et posa sa main sur la sienne. Ce n'est pas grave, maman. Nous allons chercher le médaillon tranquillement. Maintenant, prenons notre petit déjeuner. J'ai une réunion dans 1 heure. Pendant le petit déjeuner, Chloé domina la conversation, parlant des préparatifs de la fête de fiançailles et des invités importants. Marie toucha à peine à sa nourriture, perturbée non seulement par la disparition du médaillon, mais aussi par le sentiment inquiétant que quelque chose de très étrange se passait. À propos, Stéphane, dit Chloé entre 2 gorgées de café. Le docteur Moreau est passé hier, il a apporté ces vitamines dont je t'ai parlé pour ta mère. Il a dit qu'elle l'aiderait à s'adapter au changement. Quel médecin est-ce? Je n'ai consulté aucun médecin, protesta Marie. Stéphane sourit avec condescendance. Maman, c'est le médecin de la famille. Chloé a pris rendez-vous pour toi le lendemain de ton arrivée, pendant que tu te reposais. Tu ne te souviens pas? Le sentiment de perdre le contrôle de sa propre réalité fit que Marie s'étouffa avec son café. Il n'y avait eu aucune consultation. Elle en était certaine. Elle avait passé la 2e journée entièrement dans sa chambre et dans le jardin, attendant son fils qui n'était pas apparu. Après le petit déjeuner, Stéphane prit congé avec un baiser hâtif et partit pour une autre journée de travail. Chloé l'accompagna à la voiture et revint avec un sourire satisfait. « Madame Dubois, j'ai failli oublier de vous donner vos vitamines, dit-elle en lui tendant un flacon de gélules blanches. Le médecin a recommandé d'en prendre une le matin et une le soir, toujours avec les repas. » Marie observa le flacon sans étiquette avec méfiance. « Quelles vitamines sont ceux? » Un complexe spécial pour les personnes âgées. Il est de la mémoire, la vitalité. Le docteur Moreau est spécialiste en gériatrie, vous savez. Stéphane et moi ne voulons que le meilleur pour vous. À contre-cœur, Marie accepta le flacon, mais décida de ne rien prendre pour l'instant. Des années à travailler comme aide-soignante en Auvergne lui avaient appris à ne jamais accepter de médicaments sans étiquette ou prescription claire. Cet après-midi-là, alors qu'elle rangeait ses quelques vêtements dans l'immense dressing, Marie entendit frapper à la porte. C'était Monique, la gouvernante, avec un regard affligé. « Madame Dubois, j'ai trouvé quelque chose d'étrange dans le salon de Madame Chloé, murmura-t-elle, regardant des 2 côtés comme si elle craignait d'être entendue. J'ai pensé que vous devriez savoir. » De ses doigts tremblants, Monique lui tendit un papier plié.
C'était une liste de médicaments avec des annotations manuscrites sur les dosages et les effets. Marie reconnut certains noms, des psychotropes, des médicaments pour Alzheimer et d'autres substances utilisées dans les traitements psychiatriques. Où avez-vous trouvé ça, Monique? C'est tombé de son agenda pendant que je nettoyais. Votre nom est noté dans le coin, vous voyez? En effet, en haut de la page était écrit « Plan MD ». Ses initiales. Madame Dubois, je travaille pour des familles riches depuis 30 ans. J'ai vu beaucoup de mauvaises choses, mais je n'aime pas me mêler. Cependant, vous me rappelez ma mère. Monique hésita, regardant à nouveau vers la porte. J'ai peur de ce que cette jeune femme prépare. Elle n'est pas ce qu'elle semble être. Merci, Monique. Je vais être vigilante. Après le départ de la gouvernante, Marie cacha le papier sous la doublure de son sac en crochet. Son esprit, parfaitement lucide malgré les insinuations de Chloé, commençait à relier les points, la tisane amère, le médaillon disparu, les vitamines non identifiées, les fausses allégations de consultation médicale. Le soir, quand Chloé vint dans sa chambre pour lui offrir plus de tisane, Marie fit semblant de l'accepter avec gratitude, mais versa le liquide dans la plante à côté du lit une fois seule. Elle fit de même avec la gélule vitaminée, la conservant dans un petit emballage en papier. Vers 23 heures, quand la maison fut silencieuse, Marie sortit furtivement de sa chambre. Elle avait besoin de trouver plus de preuves et, surtout, son médaillon. Elle marcha prudemment dans les couloirs sombres, utilisant seulement la faible lumière de la lune qui filtrait par les fenêtres pour se guider. En passant devant la suite principale, elle entendit des voix. La porte était entr'ouverte et, contre tous ses principes, elle s'approcha pour écouter. Ce n'est qu'une question de temps, disait Chloé. Dans quelques semaines, elle sera complètement confuse et nous suggérons alors une clinique spécialisée. Je connais un endroit discret en Normandie. Je ne sais pas, Chloé. C'est ma mère. La voix de Stéphane semblait hésitante. Chérie, tu as vu toi-même à quel point elle est oublieuse. C'est pour son bien. De plus, pense à notre image. Un PDG ne peut pas avoir une mère. Enfin, tu sais ce que diraient tes associés? Ce que la presse commenterait? Fils abandonne sa mère malade? Ou maintient une personne âgée incapable à la maison? Toutes les options seraient désastreuses. Il y eut un long silence, suivi du bruit d'un verre posé sur du bois. Tu as raison, comme toujours, dit Stéphane, sa voix étrangement monotone. Que serais-je sans toi pour me guider? Exactement, mon amour. Maintenant, bois ta tisane et allons dormir. Demain, nous avons cette réunion avec les investisseurs arabes. Marie recula, le cœur serré. Ce n'était pas seulement sa liberté qui était en jeu, c'était l'âme de son fils. Il y avait quelque chose qui n'allait pas avec Stéphane. Cette voix soumise n'appartenait pas au garçon déterminé qu'elle avait élevé. Que contenait cette tisane que Chloé insistait pour leur servir à tous les deux? De retour dans sa chambre, Marie ne put dormir. Elle savait qu'elle était en danger, mais fuir n'était pas une option. Elle ne pouvait pas abandonner son fils aux mains de cette femme manipulatrice. Elle avait besoin d'aide. Mais qui croirait une femme âgée contre la puissante fiancée d'un homme d'affaires? C'est alors qu'elle se souvint de Geneviève, son ancienne collègue de l'hôpital en Auvergne, qui vivait maintenant sa retraite près de Bordeaux. Geneviève avait travaillé des décennies comme pharmacienne et connaissait bien les effets des médicaments. Peut-être pourrait-elle identifier les mystérieuses vitamines. Avec cette pensée, Marie s'endormit enfin, déterminée à commencer sa propre enquête le lendemain matin. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était de se réveiller et de trouver sur sa coiffeuse le médaillon qui avait disparu. « J'ai trouvé votre médaillon dans le jardin, près du parterre de roses », annonça Chloé, debout à la porte avec un sourire serein. « Il a dû tomber pendant votre promenade d'hier. » Marie prit le médaillon de ses mains tremblantes. Il était impossible qu'il soit tombé dans le jardin. Elle ne s'était même pas approchée des roses. Elle regarda Chloé, dont les yeux brillaient d'une satisfaction froide, et comprit. Il ne s'agissait pas seulement de se débarrasser d'une belle-mère gênante. C'était un jeu psychologique bien plus cruel. Le téléphone public sur la place du village provençal semblait un objet d'un autre temps, au milieu de la modernité ambiante. Marie regardait nerveusement autour d'elle en composant le numéro de Geneviève, son ancienne collègue de l'hôpital Saint-François d'Auvergne. Elle avait réussi à quitter la maison ce matin-là,
prétextant vouloir découvrir le voisinage. Et Chloé, peut-être trop confiante dans son plan, avait permis à Monique de l'accompagner pour une courte promenade. « Geneviève, c'est Marie d'Auvergne », dit-elle lorsqu'une voix familière répondit. « J'ai besoin de ton aide, mais je ne peux pas parler beaucoup. Puis-je te voir aujourd'hui ?» 2 heures plus tard, assise dans un bistrot animé à Bordeaux, Marie serrait dans ses bras Geneviève Martin, une dame noire aux cheveux grisonnants et aux yeux perspicaces, qui reflétait les 30 années passées à analyser des médicaments en tant que chef de la pharmacie hospitalière. « Ma petite, que de temps. Mais que s'est-il passé ? Tu as l'air abattue, observa Geneviève, étudiant le visage de son amie. Marie jeta un coup d'œil à Monique, qui s'était assise à une autre table pour leur laisser de l'intimité, tout en la gardant sous surveillance, moins par ordre de Chloé que par une inquiétude sincère. « Geneviève, j'ai des ennuis. Je crois qu'on me drogue. » Au cours des 30 minutes suivantes, Marie raconta tout. L'arrivée à la maison de maître, le comportement de Chloé, la tisane étrange, le médaillon disparu puis retrouvé, les fausses accusations de confusion mentale et, surtout, les mystérieuses gélules. Elle sortit de son sac le petit emballage avec la vitamine qu'elle n'avait pas prise. « J'ai réussi à en garder une. Peux-tu l'analyser ? » Geneviève prit la gélule avec précaution. « Je peux demander à un ami du laboratoire de l'université. Ça prendra quelques jours, mais nous découvrirons ce qu'il y a là-dedans. Et pour la tisane, y a-t-il quelque chose que je puisse faire ? Garde un échantillon. Fais bouillir de l'eau dans une bouilloire séparée. Échange les tasses quand personne ne regarde. Observe les schémas. Qui la prépare, comment elle est servie, si tout le monde boit la même chose. » Marie acquiesça, absorbant les instructions. « Geneviève, le plus étrange, c'est comme mon fils a changé. Stéphane a toujours été déterminé, parfois même têtu. Maintenant, près de Chloé, il semble domestiqué. Peut-être n'es-tu pas la seule à être manipulée, songea Geneviève. Tu as dit qu'elle lui sert aussi une tisane tous les soirs, n'est-ce pas ? Un frisson parcourut l'échine de Marie. Tu penses qu'elle drogue aussi mon fils ? C'est possible. Il existe des substances qui augmentent la suggestibilité, réduisent la capacité critique. Nous devons aussi enquêter là-dessus. De retour à la maison de maître, Marie trouva Chloé dans le salon principal, organisant les détails de la fête de fiançailles avec une décoratrice. Son sourire en voyant sa belle-mère était le masque parfait de la cordialité. « Madame Dubois, comment s'est passée la promenade ? J'espère que vous en avez profité pour découvrir notre région. C'était très agréable, ma chère. La Provence est vraiment une région merveilleuse. » Chloé fit un geste pour que Marie s'assoie. « Je finalise les détails de notre fête. Je vous ai réservé une robe spéciale. Rien de trop exubérant, bien sûr. Quelque chose de convenable. » Le ton condescendant ne passa pas inaperçu, mais Marie se contenta de sourire. « Quelle gentillesse, Chloé. Puis-je aider en quoi que ce soit ? » Oh, ne vous inquiétez pas. Vous devriez vous reposer. D'ailleurs, avez-vous pris vos vitamines aujourd'hui ? Monique m'a dit que vous aviez laissé le flacon dans votre chambre. Je viens de les prendre, mentit-elle, et elles sont vraiment très bonnes. Je me sens plus disposée. Un éclat étrange passa dans les yeux de Chloé. Un mélange de satisfaction et de quelque chose de plus sombre. C'est formidable. Le docteur Moreau sera content de le savoir. Il viendra d'ailleurs dîner demain. Il veut évaluer comment vous vous adaptez. Cette nuit-là, Marie mit en œuvre le plan suggéré par Geneviève. Lorsque Monique vint apporter la tisane du soir, elle demanda 2 tasses, prétextant vouloir partager avec la gouvernante. Une fois seule, elle transvasa une partie du liquide dans un flacon que Geneviève lui avait donné et le remplaça par de l'eau chaude. Quand Chloé vint vérifier si elle avait bu sa tisane, elle trouva la tasse vide. « Avez-vous bien dormi, Madame Dubois ?» demanda Chloé le lendemain matin, l'observant attentivement pendant le petit déjeuner. « Merveilleusement bien, ma chère. Votre tisane fait des miracles. » La subtile contraction du sourcil de Chloé révéla sa confusion. Elle s'attendait clairement à un autre effet. Marie garda une expression sereine tout en renforçant intérieurement sa vigilance. C'était maintenant une guerre d'intelligence,
la jeune manipulatrice contre la dame expérimentée qui, malgré son apparence fragile, avait affronté des difficultés bien plus grandes dans sa vie. Les jours suivants, Marie établit une routine. Elle faisait semblant de prendre les vitamines et la tisane, mais les jetait discrètement. Elle commença à se comporter comme si elle était de plus en plus confuse. De petits oublis soigneusement mis en scène, des questions répétées, des objets oubliés dans des endroits évidents. Tout pour que Chloé croie que son plan fonctionnait. Pendant ce temps, elle observait. Elle remarqua comment Chloé préparait toujours personnellement la tisane de Stéphane, ne permettant jamais aux employés de le faire. Elle perçut le schéma de comportement de son fils, plus lucide et assertif le matin, progressivement plus passif et influençable au fil de la journée, surtout après la tisane du soir. La 4e nuit depuis sa rencontre avec Geneviève, Marie attendit que tout le monde se retire puis sortit silencieusement de sa chambre. Elle se dirigea vers la cuisine, où elle savait que Chloé gardait ses mélanges spéciaux dans un petit garde-manger fermé à clé. Monique lui avait confié que seule Chloé avait la clé. Même la cuisinière ne pouvait pas y accéder. Avec une habileté qui aurait surpris quiconque la sous-estimant en raison de son âge, Marie utilisa une épingle à cheveux pour forcer la serrure simple. À l'intérieur du garde-manger, elle trouva une collection méticuleusement organisée de flacons, d'herbes et de petits paquets, chacun étiqueté uniquement avec des initiales et des dates. Sur une étagère supérieure, un carnet à couverture noire attira son attention. Le journal de Chloé. Le cœur battant, Marie feuilleta les pages. La calligraphie élégante documentait non seulement des recettes d'infusion, mais aussi des observations cliniques détaillées. SD. Dose augmentée de 15%. Effet, suggestibilité accrue, légère confusion matinale, dépendance émotionnelle intensifiée. Dans une autre entrée, MD. Protocole initié. Estimation pour confusion complète, 3 semaines. Internement prévu avant la fête de fiançailles. Le sang de Marie se glaça en comprenant l'étendue du plan. Il ne s'agissait pas seulement de l'éloigner, mais de détruire complètement sa crédibilité et son autonomie avant qu'elle ne puisse représenter une menace pour les plans de Chloé. Et quant à Stéphane, il était systématiquement manipulé pour devenir une marionnette entre les mains de sa fiancée. Un bruit dans le couloir la fit ranger rapidement le carnet, fermer la porte du garde-manger et se cacher derrière un grand réfrigérateur industriel. Ce n'était qu'un des chats de la maison, mais la frayeur suffit à lui rappeler le danger qu'elle courait. De retour dans sa chambre, Marie put à peine dormir. Le lendemain matin, elle reçut un appel de Geneviève. « Marie, nous avons réussi à analyser la gélule. » La voix de Geneviève était tendue. « C'est un mélange dangereux. Un antipsychotique à haute dose, combiné à un sédatif et à des traces de substances qui affectent la mémoire à court terme. Quiconque te donne ça veut te rendre désorienté, léthargique et confuse. » « Je le savais. » murmura Marie, ressentant un mélange de justification et d'horreur. « C'est criminel, Marie. Nous devons le dénoncer. Je n'ai pas encore assez de preuves, Geneviève. Et qui me croirait contre elle? Je dois d'abord protéger mon fils. » Cet après-midi-là, le docteur Moreau, comme promis, arriva pour le dîner. C'était un homme d'âge moyen, aux cheveux grisonnants parfaitement coupés et au sourire qui n'atteignait pas ses yeux froids. Marie le reconnut immédiatement, non pas comme médecin, mais d'après une photographie qu'elle avait vue dans le journal de Chloé, identifiée seulement comme « allié ». « Madame Dubois, quel plaisir de vous rencontrer personnellement, dit-il en lui serrant la main. Chloé m'a parlé de votre situation. » Quelle situation serait-ce, docteur? Demanda Marie, gardant une expression innocente. Le faux médecin échangea un regard avec Chloé. Eh bien, votre adaptation à la nouvelle maison. Les changements peuvent être stressants à votre âge. Le dîner se déroula dans un balai de fausseté. Le prétendu médecin posait des questions apparemment anodines, mais clairement conçues pour tester sa cognition. Marie, alerte au jeu, alternait entre des réponses parfaitement lucides et des moments de confusion stratégique. Elle remarqua comment Stéphane observait l'interaction avec une préoccupation croissante. « Maman, tu te sens bien ?» demanda-t-il quand elle oublia le nom du plat principal pour la 3e fois. « Je vais très bien, mon fils, juste un peu fatigué. » Après le dessert, alors qu'il prenait un café dans le salon, le docteur Moreau lança son offensive. « Stéphane, sur la base de ce que j'ai observé et des rapports de Chloé,
je crois que votre mère pourrait bénéficier d'une évaluation plus complète. Je connais une excellente clinique en Normandie. Quel genre d'évaluation, docteur? Interrompit Marie avec une clarté qui surprit Chloé. Juste des tests cognitifs de routine, madame, préventifs. C'est une excellente idée, intervint rapidement Chloé. Nous pourrions prendre rendez-vous pour après la fête de fiançailles. Ce serait plus discret. Stéphane semblait partagé. Je ne sais pas. Maman, qu'en penses-tu? Avant que Marie ne puisse répondre, la sonnette retentit. Monique annonça une visite inattendue. Geneviève, excusez l'intrusion, dit-elle en entrant dans le salon avec l'assurance de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait. Marie m'a appelé plus tôt, préoccupée par certains symptômes étranges qu'elle ressent depuis qu'elle a commencé à prendre de prétendues vitamines. En tant que pharmacienne à la retraite, j'étais curieuse. Le visage de Chloé blêmit tandis que le docteur Moreau ajustait nerveusement sa cravate. « Et qui seriez-vous, madame » demanda Chloé, reprenant contenance. Geneviève Martin, ancienne chef de la pharmacie de l'hôpital Saint-François d'Auvergne et actuellement consultante pour le département de toxicologie de la Sorbonne, répondit-elle en tendant une carte de visite. Stéphane, mon cher, que de temps. La dernière fois que je t'ai vu, tu passais ton baccalauréat. La confrontation ne faisait que commencer et Marie sentit pour la première fois depuis son arrivée dans cette maison que le jeu commençait à tourner en sa faveur. La présence inattendue de Geneviève créa une tension palpable dans le salon. Stéphane, visiblement surpris, se leva pour la saluer. « Madame Martin, oh là là, ça fait longtemps. »« Vous n'avez pas changé, dit-il, sincèrement heureux de voir un visage familier de son enfance. »« Toi si, tu as changé, mon garçon. Tu es un homme important maintenant. »« Ta mère doit être très fière, » répondit Geneviève en jetant un regard significatif à Marie. Chloé reprit rapidement les rênes de la situation. « Quelle visite agréable, mais nous étions au milieu d'une consultation médicale privée. Peut-être pourrions-nous vous recevoir à un autre moment. »« Médical » Geneviève haussa un sourcil en étudiant le docteur. Moreau. « Je suis le docteur Nicolas Moreau, neurologue et gériatre, se présenta-t-il en tendant la main avec une confiance étudiée. Je suis le suivi de Madame Dubois dans son adaptation. Geneviève serra la main offerte, mais son regard resta évaluateur. Intéressant. Dans quel hôpital exercez-vous? J'ai un cabinet privé à Neuilly-sur-Seine et je suis consultant dans plusieurs cliniques, répondit-il vaguement. Et vous avez dit que vous étiez pharmacienne. À la retraite, mais je garde mes contacts à l'université. Vous savez ce que c'est, les vieilles habitudes. Geneviève sourit, s'asseyant confortablement sur le canapé comme si elle avait été formellement invitée. Marie m'a appelé, inquiète de certains effets secondaires des vitamines qu'elle prend. Vertige, confusion, perte de mémoire. Des symptômes très spécifiques, ne trouvez-vous pas? Le faux médecin et Chloé échangèrent des regards rapides. Stéphane, observant l'interaction, semblait de plus en plus intrigué. De quelle vitamine s'agit-il, maman? Chloé m'a seulement dit que c'était des compléments pour l'âge. Avant que Marie ne puisse répondre, Chloé intervint. Ce sont des complexes vitaminiques prescrits par le docteur Moreau, chérie. Totalement sûr. Alors, vous ne verriez pas d'inconvénient à me montrer la formule, n'est-ce pas, docteur? Demanda Geneviève avec un sourire innocent. En tant que pharmacienne, j'ai toujours été intéressée par les nouvelles formulations. Je crains que ce ne soit une formule propriétaire, madame, répondit le médecin avec un sourire crispé, développé spécifiquement pour des patients présentant des tableaux comme celui de madame Dubois. Et quel tableau serait-ce exactement? Insista Geneviève. Marie a toujours eu une santé de fer. Nous avons travaillé ensemble pendant des décennies à l'hôpital et elle était rarement malade. Un silence inconfortable s'installa dans la pièce. Stéphane regardait de Chloé au médecin, puis à sa mère et à Geneviève, comme s'il essayait d'assembler les pièces d'un puzzle. « Je crois que nous sommes tous fatigués, » dit Chloé en se levant finalement. La journée a été longue. Docteur Moreau, je vous remercie de votre visite. Stéphane, pourquoi n'accompagnes-tu pas le docteur à la porte pendant que je montre à Madame Martin où se trouve la sortie de service? L'insulte voilée ne passa pas inaperçue.
Geneviève sourit, imperturbable. Ne vous inquiétez pas, je connais bien le chemin. En fait, j'espérais pouvoir passer quelques minutes seul avec ma vieille amie. Des affaires de femme, vous comprenez? Stéphane, apparemment inconscient de la tension croissante, acquiesça. Bien sûr, faites comme chez vous. Je vais accompagner le docteur Moreau et ensuite je dois revoir quelques documents au bureau. Dès que les hommes furent partis, Chloé abandonna toute prétention de cordialité. Je ne sais pas ce que vous croyez faire, mais je vous suggère de ne pas vous mêler d'affaires qui ne vous regardent pas. Les affaires de Marie me regardent depuis que nous étions de jeunes aides-soignantes en Auvergne, ma petite. Rétorqua Geneviève sans se laisser intimider. Et je doute que votre médecin ait de véritables qualifications. Marie, qui avait jusqu'alors observé l'affrontement en silence, prit enfin la parole. Chloé, je sais ce que tu fais. J'ai trouvé ton journal dans le garde-manger. Je sais pour les mélanges que tu prépares pour moi et pour Stéphane. Pendant un très bref instant, le visage parfait de Chloé se tordit en une expression de haine pure, mais le masque de contrôle revint rapidement, accompagné d'un sourire glacial. Je ne sais pas de quoi vous parlez, Madame Dubois. Je pense que vous êtes vraiment confuse. Peut-être devrions-nous avancer votre internement à la clinique. Internement? Intervint Geneviève. Personne n'internera personne sans une évaluation médicale légitime et le consentement de Marie elle-même. Chloé croisa les bras, évaluant les deux dames en face d'elle. Vous pensez vraiment pouvoir m'affronter? J'ai construit tout ça. Elle fit un geste vers la maison de maître environnante. Stéphane n'était qu'un ingénieur prometteur quand je l'ai connu. C'est moi qui l'ai transformé en le PDG qu'il est aujourd'hui, qui l'ai mis en relation avec les bons investisseurs, qui ai planifié chaque mouvement de son ascension. En le manipulant avec tes potions, demanda Marie, gardant sa voix calme malgré la colère qu'elle ressentait, en droguant mon fils pour contrôler ses décisions. Un éclat dangereux passa dans les yeux de Chloé. Appelez ça comme vous voulez. J'appelle ça de la stratégie. Les hommes comme Stéphane ont besoin d'être guidés, d'un petit ajustement chimique pour devenir plus réceptifs, plus malléables. Ce n'est pas différent de ce qu'on fait au cadre dans les séminaires d'entreprise, c'est juste plus efficace. Et pour moi, quel est le plan? Me faire passer pour sénile? Chloé rit. Un son mélodieux et cruel. Au début, oui. Mais vous vous êtes montrée plus résiliente que je ne le pensais. Maintenant, je vois que j'aurai besoin de mesures plus définitives. La menace implicite flotta dans l'air. Geneviève fit un pas en avant, se positionnant de manière protectrice à côté de Marie. Faites attention à vos paroles, jeune femme. Menacer une personne âgée en présence de témoins n'est pas une démarche très intelligente. Des témoins? Chloé sourit avec mépris. Ce sera la parole de deux vieilles femmes confuses contre la mienne? La fiancée adorable du puissant Stéphane Dubois, connu pour son travail philanthropique et ses relations sociales. Qui pensez-vous que les gens croiront? À ce moment, le téléphone de Geneviève émit un bip. Elle le vérifia et sourit. Les gens ont tendance à croire les preuves scientifiques, mademoiselle Lambert. Le laboratoire de l'université vient de terminer l'analyse de ces vitamines que vous donnez à Marie. Fascinant cocktail de drogue contrôlée que vous avez formulé là. Le visage de Chloé blêmit visiblement. C'est ridicule. Vous n'avez aucun moyen de prouver que ces gélules viennent de moi. Nous n'avons pas besoin de le prouver, répondit Marie calmement en sortant un petit objet de sa poche, un enregistreur vocal. Tu viens d'admettre que tu manipules chimiquement Stéphane et que tu as des plans plus définitifs pour moi. Cela, ajouté aux analyses des substances, est déjà suffisant pour une enquête sérieuse. Pendant un instant, Chloé parut véritablement ébranlée. Son regard calculateur évalua l'enregistreur, puis les deux femmes, comme si elle mesurait toutes les options disponibles. Impressionnant, dit-elle finalement en retrouvant son sang-froid. J'ai clairement sous-estimé votre détermination, Madame Dubois. Mais sachez que je ne suis pas facilement vaincue. Elle se dirigea vers la porte, s'arrêtant juste pour ajouter, et je vous suggère de ne pas montrer cet enregistrement à Stéphane pour l'instant. Il est sous l'effet de substances très délicates. Un choc émotionnel pourrait être dangereux pour son cœur. Sur ces mots, elle sortit, laissant les deux dames dans un silence chargé d'inquiétude. Elle bluffe à propos du cœur de Stéphane? Demanda Geneviève, dès qu'elles furent sûres que Chloé était loin.
Je ne sais pas, répondit Marie en s'asseyant lentement sur le canapé, sentant le poids de la situation. Mais je ne peux pas prendre de risques. Je dois découvrir exactement ce qu'elle donne à mon fils avant de le confronter à la vérité. Cette nuit-là, après le départ de Geneviève qui promit de revenir le lendemain avec de l'aide spécialisée, Marie attendit que tout le monde se retire puis se dirigea furtivement vers la suite principale. Elle savait que Chloé travaillait souvent tard dans son bureau privé de l'autre côté de la maison. Stéphane, lui, s'endormait généralement tôt après avoir pris sa tisane médicinale. La chambre était dans la pénombre, éclairée seulement par la faible lumière de la lampe de chevet. Stéphane dormait profondément, son visage habituellement tendu, maintenant détendu dans un sommeil presque enfantin. À côté du lit, sur la table de chevet, se trouvait la tasse de tisane à moitié vide. Avec précaution, Marie préleva un échantillon dans un petit flacon que Geneviève lui avait donné. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, elle remarqua quelque chose sur la table de l'autre côté du lit, le côté de Chloé, une pochette en cuir fin avec le monogramme CL. Gravé en or. Poussée par une impulsion, Marie l'ouvrit et trouva des documents qui lui glacèrent le sang, des procurations étendues donnant à Chloé un contrôle quasi total sur les affaires de Stéphane, des ébauches de testament, des documents de transfert de propriété. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, photographiant rapidement quelques pages avec le téléphone que Geneviève avait insisté pour qu'elle utilise. « C'est bien plus grave que ce que j'imaginais. » Un bruit dans le couloir la fit refermer rapidement la pochette et se cacher derrière les lourds rideaux. La porte s'ouvrit et Chloé entra, suivie d'un homme que Marie reconnut comme étant Lucas, le chauffeur particulier de Stéphane. « Il est complètement sédaté ?» demanda l'homme en regardant la silhouette endormie sur le lit. « Comme toujours. »« Rien ne le réveillerait avant demain, » répondit Chloé, vérifiant le pouls de Stéphane avec une indifférence clinique. « Maintenant, écoute Lucas, changement de plan. Il faut tout accélérer. La vieille est plus maligne qu'il n'y paraît et elle a ramené des renforts. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Après la fête de fiançailles, je veux que tu emmènes Madame Dubois en promenade, dit Chloé en faisant des guillemets en l'air. Je connais des gens dans un endroit isolé de la Creuse qui peuvent la garder confortablement. Jusqu'à ce que nous réglions la situation de manière permanente. Pendant ce temps, je ferai signer les derniers documents à Stéphane. Il est presque au point de suggestibilité idéale. Le chauffeur semblait hésitant. C'est un enlèvement, Chloé. C'est différent de simplement aider avec vos remèdes spéciaux. Et tu penses avoir le choix à ce stade? Le ton de Chloé était glacial. Nous sommes là-dedans ensemble depuis le début. Si je tombe, tu tombes avec moi. Cachée derrière les rideaux, Marie pouvait à peine respirer. Le plan était plus sinistre qu'elle ne l'avait imaginé. Il ne s'agissait pas seulement de l'éloigner ou de contrôler Stéphane. Chloé prévoyait quelque chose de beaucoup plus définitif pour eux deux. Lorsqu'elle réussit enfin à regagner sa chambre, des heures plus tard, Marie se sentit à la fois terrifiée et étrangement calme. La peur avait laissé place à la détermination. Son fils était en danger et elle était peut-être la seule personne qui pouvait le sauver. Le lendemain matin, en entrant dans la salle à manger pour le petit déjeuner, Marie trouva Chloé au téléphone, semblant régler les derniers détails de la fête de fiançailles qui aurait lieu dans 2 jours. « Bonjour, Chloé. » salua Marie avec une tranquillité qui la surprit elle-même. La jeune femme raccrocha et sourit, l'image parfaite de la fiancée occupée et heureuse. Rien dans son comportement n'indiquait la conversation sinistre de la nuit précédente. « Madame Dubois, vous avez bien dormi? Vous semblez revigorée aujourd'hui. »« Je n'ai jamais mieux dormi, » répondit Marie en se servant un café. « À propos, je voulais te remercier. » Chloé fronça les sourcils, confuse. « Me remercier? Pourquoi? » Marie esquissa un petit sourire énigmatique. « Pour m'avoir appris que parfois, il faut se battre avec les armes dont on dispose. » Un éclair d'inquiétude traversa le visage parfait de Chloé, rapidement remplacé par son sourire répété. Elle ne remarqua pas que pendant qu'elle parlait, Marie avait habilement échangé leur tasse de café. La guerre ne faisait que commencer, et maintenant, toutes deux jouaient pour gagner. La matinée de la veille de la fête de fiançailles apporta une atmosphère de tranquillité apparente à la maison de maître en Provence. La maison bourdonnait d'activités avec des décorateurs, des fleuristes et des équipes de traiteurs préparant tout pour le grand événement. Chloé supervisait chaque détail avec une précision militaire, tandis que Stéphane passait la journée en réunion d'affaires,
ignorant les véritables drames qui se déroulaient sous son toit. Marie observait tout depuis son balcon, apparemment fragile dans son fauteuil à bascule. Depuis qu'elle avait échangé les tasses avec Chloé au petit déjeuner la veille, elle avait remarqué un changement subtil dans le comportement de la jeune femme, une légère désorientation, de petites hésitations au milieu de ses tâches habituelles. Le café que Marie avait servi contenait une petite dose de la même tisane que Chloé lui préparait tous les soirs. Pas assez pour causer des dommages, juste assez pour donner à la manipulatrice un avant-goût de son propre poison. Madame ne devrait-elle pas se préparer? La voix de Monique interrompit ses pensées. Le coiffeur arrivera dans 1 heure. Oui, ma chère. J'y vais, répondit Marie en se levant lentement. Monique, depuis combien de temps travaillez-vous pour cette famille? Presque 10 ans, Madame Dubois. Je suis ici depuis que Monsieur Stéphane a acheté cette maison. Et Chloé, quand est-elle apparue? Monique hésita, regardant autour d'elle comme si elle craignait d'être entendue. Il y a environ 2 ans. Au début, c'était juste une des nombreuses amies du patron, mais elle est vite devenue spéciale. Tout a été très rapide, pour être honnête. Rapide comment? La gouvernante baissa encore plus la voix. Monsieur Stéphane venait de mettre fin à une longue relation avec le docteur Manon, une médecin que nous adorions tous. Ils étaient presque fiancés quand tout s'est soudainement terminé. 1 semaine plus tard, mademoiselle Chloé était déjà installée ici. Et le plus étrange. Elle hésita de nouveau. Vous pouvez parler, Monique. Faites-moi confiance. Le patron a changé. Avant, il était joyeux, parlait avec nous tous, sortait avec ses amis. Après son arrivée, il est devenu plus réservé, presque contrôlé, comme s'il avait peur de faire quelque chose de mal. Marie acquiesça. Le puzzle gagnait de nouvelles pièces. Monique, j'ai besoin de votre aide. Il s'agit de Stéphane, de le protéger. 1 demi-heure plus tard, Marie se trouvait dans la chambre de Chloé, attendant apparemment le coiffeur qui y avait été dirigé par erreur. En réalité, c'était une diversion soigneusement planifiée avec l'aide de Monique. Pendant qu'elle attendait, ses yeux experts balayaient la pièce. La chambre de Chloé était un exemple de luxe calculé. Contrairement au reste de la maison, décoré par un professionnel pour afficher une richesse discrète, cet espace semblait tout droit sorti d'un magazine de célébrités, excessivement opulent, presque vulgaire dans son ostentation. Une immense coiffeuse couverte de produits de beauté hors de prix occupait tout un mur. À côté, un dressing plus grand que la chambre de Marie exhibait des rangées de vêtements de marque, encore étiquetés. Mais ce ne furent pas ces extravagances qui attirèrent l'attention de Marie. Ce fut le petit bureau dans le coin, fermé à clé avec une clé que, heureusement, Chloé avait laissée dans le tiroir de la coiffeuse, cachée sous des foulards en soie. Avec des doigts agiles, Marie ouvrit le bureau et trouva une boîte de documents. À l'intérieur, des dossiers méticuleusement organisés révélaient une histoire troublante. Chloé Lambert n'avait pas toujours été Chloé Lambert. Elle trouva des certificats avec différents noms, tous avec la même photo, Véronique Matos, Valentina Mendonça, Victoria Machado. Plusieurs identités, plusieurs vies. Dans chaque dossier, des photos et des coupures de presse documentaient des relations avec des hommes riches et puissants. Un schéma inquiétant se dégageait. Chloé approchait des hommes influents, généralement fraîchement sortis de relations ou traversant des moments de vulnérabilité. En quelques mois, elle devenait indispensable. Peu après, les hommes commençaient à présenter des comportements erratiques, des problèmes de santé inexplicables, des décisions financières douteuses. Le plus alarmant, dans toutes les histoires, Chloé repartait avec des fortunes en procuration, transferts, bijoux et propriétés, toujours légalement, toujours sans laisser de traces criminelles. Les hommes étaient ruinés financièrement et psychologiquement, mais aucune accusation formelle ne l'avait jamais atteinte. Mon Dieu! Murmura Marie, photographiant rapidement les documents les plus importants avec le téléphone, comme Geneviève le lui avait appris. C'est une prédatrice professionnelle. Un dossier en particulier attira son attention. Il contenait des informations sur Manon Lefebvre, l'ex-petite amie de Stéphane. Apparemment, la médecin avait commencé à se méfier de Chloé et prévoyait d'alerter Stéphane. Avant qu'elle ne puisse le faire, elle eut un accident de voiture qui la laissa hospitalisée pendant des semaines. Lorsqu'elle se rétablit, Stéphane était déjà complètement sous l'influence de Chloé et refusa de la voir. Marie sentit un frisson.
Bien qu'il n'y eût aucune preuve directe que Chloé avait causé l'accident, la coïncidence était trop troublante pour être ignorée. Le bruit de pas dans le couloir la fit tout ranger rapidement. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit et Chloé entra, semblant légèrement surprise de trouver sa belle-mère là. « Madame Dubois, que faites-vous dans ma chambre ?» « Monique m'a dit que le coiffeur m'attendrait ici », répondit Marie avec l'innocence parfaite de quelqu'un ayant des décennies d'expérience dans la gestion des personnes difficiles. « J'ai du mal comprendre. » Chloé plissa les yeux, scrutant la pièce à la recherche de signes d'intrusion. Ne trouvant rien d'évident, elle força un sourire. « Le coiffeur est dans le salon de beauté, en bas. Venez, je vous accompagne. » En descendant le couloir, Marie remarqua que Chloé marchait d'un pas légèrement instable, un effet subtil des petites doses de son propre remède que Marie lui administrait secrètement dans son café du matin. « Vous vous sentez bien, ma chère ? Vous semblez un peu pâle. »« Je vais très bien, » répondit sèchement Chloé, juste fatiguée par les préparatifs de la fête. « Ah, oui, la fête. Ce sera un événement mémorable, j'en suis sûr. » Le double sens ne passa pas inaperçu. Pendant un instant, les deux femmes se regardèrent, la jeune prédatrice et l'expérimentée survivante, chacune évaluant la force et la détermination de l'autre. Plus tard dans la journée, alors qu'on la préparait pour le dîner de répétition précédant la fête de fiançailles, Marie reçut un appel de Geneviève. « J'ai réussi à parler à Manon », dit l'amie sans préambule. Elle a tout confirmé. Elle a commencé à se méfier quand Stéphane a soudainement changé de comportement. En tant que médecin, elle a reconnu les signes de manipulation chimique. Quand elle a confronté Chloé, elle a eu l'accident. A-t-elle des preuves? Pas concluantes, mais elle est prête à nous aider. Elle sera au dîner ce soir. Comment ça? Marie faillit laisser tomber le téléphone. Chloé ne l'inviterait jamais. Elle ne l'a pas invitée. Mais le frère de Manon est associé d'un des plus gros investisseurs de Stéphane et a reçu une invitation pour amener une accompagnatrice. Elle viendra en tant que son accompagnatrice. Un plan commença à se former dans l'esprit de Marie. Ça peut marcher, Geneviève. Mais nous devons être extrêmement prudentes. Chloé est dangereuse et elle est acculée. C'est laquelle sera la plus létale? Tu as les photos des documents? Oui, je les ai envoyés à ton email, comme tu me l'as appris. J'ai aussi les enregistrements et les échantillons de tisane. Mais il nous faut encore une preuve définitive de la manipulation de Stéphane, quelque chose qu'il ne pourra ignorer, même sous son influence. J'ai une idée, dit Geneviève, mais c'est risqué. J'aurai besoin d'accéder à la cuisine ce soir. Le dîner de répétition réunit une cinquantaine de personnes, un avant-goût de la fête extravagante qui aurait lieu le lendemain pour 200 invités, des hommes d'affaires puissants, des mondains et des politiciens circulaient dans le jardin illuminé par des centaines de lanternes vénitiennes. Stéphane, impeccable dans son costume italien, semblait étrangement déconnecté, souriant automatiquement et répondant aux questions par des phrases toutes faites. À ses côtés, Chloé resplendissait dans une robe rouge qui coûtait l'équivalent d'une voiture de luxe. Marie, vêtue d'un discret ensemble bleu marine choisi par Monique, ignorant la robe beige vieillotte que Chloé avait mise de côté pour elle, restait assise à une table dans un coin, apparemment fragile et un peu confuse. L'image parfaite de la vieille dame sénile que sa future belle-fille tentait de projeter. C'est lorsque Manon Lefebvre entra dans le jardin que l'atmosphère changea. Grande, avec une peau noire rayonnante et une présence qui commandait l'attention, la médecin attira immédiatement tous les regards, y compris celui de Stéphane. Pendant un bref instant, quelque chose sembla s'éveiller dans ses yeux, une reconnaissance, un éclair de mémoire non contaminé. Chloé perçut le changement instantanément. D'un mouvement rapide, elle s'approcha de Stéphane et lui mit une coupe de champagne dans la main. Un champagne que Marie savait contenir une dose supplémentaire de son calmant spécial. « Bois, chérie. »« Tu as l'air tendu, » ordonna Chloé avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, maintenant fixés sur Manon. Marie observa Geneviève, discrètement positionnée près du buffet, en train de parler à Monique. Un petit signe de tête confirma que le plan était en marche. Pendant que Chloé était distraite par l'arrivée non désirée, Monique remplaça sa coupe de champagne par une autre, apparemment identique, mais exempte de toute substance. Pendant le dîner, assise entre deux importants cadres qu'il ignorait complètement, Marie observait le déroulement de la situation. Stéphane, après avoir bu le champagne frelaté, semblait de plus en plus léthargique et influençable.
Chloé, en revanche, buvait du champagne pur pour la première fois depuis des mois, sans la protection de ses propres potions, qui la maintenaient normalement alerte pendant que tout le monde autour d'elle devenait susceptible. Au fur et à mesure que la soirée avançait, un phénomène inattendu commença à se produire. Stéphane, bien que toujours visiblement sous influence, semblait de plus en plus attiré par la table où Manon était assise. À plusieurs reprises, Chloé dut le rediriger, son irritation grandissant à chaque intervalle. Le moment décisif arriva lorsque Stéphane se leva pour porter un toast. Ses paroles commencèrent comme étant manifestement répétées, remerciant tout le monde de sa présence et annonçant son bonheur pour les fiançailles. Mais alors, quelque chose changea. Son regard erra dans la salle et se fixa sur Manon. Je voulais. Il hésita, semblant soudain confus. Je sens qu'il y a quelque chose dont je devrais me souvenir. Chloé se leva immédiatement, posant une main possessive sur son bras. Chérie, tu es fatiguée. Peut-être devrions-nous conclure le toast. Non, dit-il, étonnamment ferme. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je le sens depuis des semaines, mais je n'arrive jamais à me souvenir de quoi. Il regarda directement Manon, une expression de reconnaissance douloureuse sur son visage. Pourquoi as-tu arrêté de m'appeler? Pourquoi as-tu disparu de ma vie? Un murmure parcourut la salle. Chloé, réalisant qu'elle perdait le contrôle de la situation, tenta une dernière tactique désespérée. Stéphane, tu ne te sens pas bien. Ce doit être ton problème cardiaque qui se manifeste à nouveau. Je n'ai pas de problème cardiaque, répondit-il, de plus en plus confus. Je n'en ai jamais eu. C'est à ce moment que Marie se leva. Sa fragilité mise en scène fit place à une force intérieure qui surprit tout le monde. Mon fils, dit-elle d'une voix claire et ferme. Je crois qu'il est temps que nous parlions de ce qui se passe vraiment dans cette maison. Toutes les têtes se tournèrent vers la vieille dame que beaucoup avaient jusqu'alors ignorée comme étant insignifiante. Chloé, sentant le contrôle lui échapper complètement, lança un regard de pure haine à Marie. Ne l'écoute pas, Stéphane, siffla Chloé. Souviens-toi de ce que le docteur Moreau a dit sur son état mental. Et si nous demandions au docteur Manon Lefebvre ce qu'elle pense de mon état mental? Répondit Marie calmement en désignant la médecin. Ou des substances que tu mets dans la tisane de mon fils tous les soirs? La salle devint complètement silencieuse. Stéphane regardait de sa mère à Chloé, puis à Manon, comme s'il émergeait lentement d'un long cauchemar. La fête, impeccablement planifiée, s'était transformée en la scène d'une confrontation que personne n'attendait, à l'exception des deux femmes qui, pour des raisons opposées, avaient passé des semaines à préparer ce moment précis. Le silence qui tomba sur la salle était dense, presque palpable. 50 invités, tous des personnalités importantes de la société française, observaient la scène avec un mélange de choc et de fascination morbide. Chloé fut la première à retrouver son sang-froid, forçant un rire mélodieux. Stéphane, chéri, ta mère fait clairement une autre de ces crises. Il vaudrait peut-être mieux que nous l'amenions se reposer. Mais Stéphane restait immobile. Son regard alternait entre sa mère et Manon. Un brouillard semblait se dissiper lentement de son esprit, des années de conditionnement chimique commençant à céder. Manon, dit-il enfin, la voix rauque et incertaine. Pourquoi es-tu ici? Chloé m'a dit que tu avais déménagé à l'étranger après avoir tout rompu. La médecin fit un pas en avant, sa présence imposant un respect immédiat. Je n'ai jamais rompu avec toi, Stéphane. Je n'ai jamais quitté la France. J'ai essayé de te contacter d'innombrables fois après mon accident, mais tu as refusé de me voir ou de répondre à mes appels. Accident? Stéphane fronça les sourcils, confus. Chloé m'a dit que tu avais accepté un poste à Londres, que tu avais laissé une lettre de rupture. C'est absurde. S'exclama Chloé, lançant un regard foudroyant à Manon. Allez-vous croire cette femme qui surgit de nulle part après 2 ans, juste pour semer la zizanie dans notre célébration? Marie, qui avait patiemment attendu son moment, s'avança au centre de la salle avec une dignité qui fit taire tout le monde à nouveau. Mon fils, dit-elle doucement. Depuis que je suis arrivée dans cette maison, j'ai été victime d'une campagne systématique pour me faire paraître confuse et mentalement instable. Mais je ne suis pas la seule victime ici. Elle se tourna vers les invités. Je m'excuse de transformer cette célébration en quelque chose de moins festif, mais des vies sont en jeu, y compris celle de mon fils.
Geneviève s'approcha, portant une petite mallette. Excusez-moi, je suis Geneviève Martin, pharmacienne et toxicologue à la retraite. J'ai analysé des échantillons de la tisane que Chloé Lambert, si c'est bien son vrai nom, sert régulièrement à Stéphane et à Madame Dubois. Un murmure parcourut la salle. Chloé fit un pas vers la porte, pour se retrouver face à Monique et deux autres employés de la maison qui bloquaient discrètement la sortie. C'est de la diffamation, protesta Chloé, son joli visage tordu par une fureur à peine contenue. Vous n'avez aucune preuve de rien. En fait, si, répondit Marie calmement, sortant son téléphone de sa poche. J'ai ici des photographies de vos journaux, détaillant les mélanges spéciaux que vous préparez. J'ai des enregistrements de vous admettant que vous manipulez chimiquement mon fils. Et plus important encore, elle marqua une pause, regardant droit dans les yeux de Chloé, j'ai des documents montrant que vous avez déjà fait cela à d'autres hommes, sous différents noms. Le visage de Chloé devint visiblement blême. Ses yeux, d'habitude froids et calculateurs, révélaient maintenant quelque chose de proche de la panique. C'est de la folie, Stéphane. Tu ne vas pas croire à ces mensonges, n'est-ce pas? Après tout ce que nous avons construit ensemble. Stéphane semblait de plus en plus lucide, comme si chaque mot échangé le libérait un peu plus du brouillard chimique qui avait enveloppé son esprit pendant si longtemps. Qu'est-ce que tu mettais exactement dans ma tisane tous les soirs, Chloé? Demanda-t-il, sa voix gagnant en fermeté. C'est juste une tisane apaisante pour t'aider à te détendre après le travail. Une tisane apaisante ne contient pas de benzodiazépine à dose contrôlée, ni de composés qui augmentent la suggestibilité, intervint Geneviève en ouvrant sa mallette pour montrer les résultats de laboratoire. Ni ne provoque de dépendance chimique et psychologique lorsqu'elle est administrée en continu pendant des mois. Manon s'approcha de Stéphane, gardant une distance respectueuse. J'ai commencé à me méfier lorsque j'ai remarqué des changements dans ton comportement peu après qu'elle ait emménagé ici. En tant que médecin, j'ai reconnu les signes, léthargie matinale, mémoire altérée, suggestibilité accrue, changement de personnalité. Quand j'ai confronté Chloé. Quand elle m'a confronté, interrompit Chloé, sa voix maintenant chargée de venin. Elle envahissait ma vie privée, essayant de me diffamer par jalousie. C'est pour ça que Stéphane a rompu avec elle. Je n'ai jamais rompu avec Manon, dit Stéphane lentement, comme s'il testait la vérité de ses mots. Du moins, je ne me souviens pas avoir rompu. Parce que tu n'as pas rompu, confirma Marie. Chloé a fabriqué toute cette histoire. Tout comme elle a fabriqué l'idée que je devenais sénile, tout comme elle a fabriqué ses autres identités au fil des ans pour tromper d'autres hommes. Un des invités, un homme âgé qui observait la scène avec un intérêt croissant, se leva brusquement. Valentina, dit-il en s'approchant pour mieux examiner le visage de Chloé. Mon Dieu, c'est vous, Valentina Mendonça. Vous avez disparu après avoir vidé les comptes de mon cousin Édouard. Un autre invité, un avocat connu, intervint également. Je la reconnais aussi, mais sous le nom de Véronique Matos. J'ai représenté un client qui a tout perdu à cause de cette femme il y a 3 ans. Le piège se refermait. Chloé, réalisant que sa façade élaborée s'effondrait, adopta une nouvelle tactique. Très bien, dit-elle, étonnamment calme. Supposons que j'ai aidé Stéphane à prendre certaines décisions. Où est le crime? Il a signé chaque document volontairement, chaque transfert, chaque procuration. Tout est légalement parfait. Vous pouvez vérifier auprès de n'importe quel avocat présent. En utilisant des drogues pour le manipuler, cela invalide tout consentement, argumenta Manon. Prouvez-le, défia Chloé en croisant les bras. Prouvez qu'il était sous l'influence de substances lorsqu'il a signé les documents. N'importe quel avocat vous dira qu'il est presque impossible d'établir cela rétroactivement. C'était vrai. Et tous les professionnels du droit dans la salle le savaient. Prouver que quelqu'un avait été chimiquement manipulé au moment exact de la signature de documents, des mois plus tard, était extrêmement difficile. C'est alors que Lucas, le chauffeur, fit un pas en avant. Jusqu'alors, il était resté discrètement près de l'entrée, observant tout. J'ai des preuves, dit-il, la voix tremblante mais décidée. J'ai enregistré plusieurs séances de signature à sa demande, soi-disant comme sécurité au cas où quelqu'un contesterait la légitimité des documents. Sur les enregistrements, on peut voir clairement l'état altéré de Monsieur Stéphane. Chloé se tourna vers le chauffeur, ses yeux étincelants de haine. Traître. Après tout ce que j'ai fait pour toi.
Après m'avoir transformé en complice, vous voulez dire, rétorqua Lucas. Je n'ai conduit la voiture qui a causé l'accident du docteur Lefebvre que parce que vous m'avez fait chanter. Mais l'enlèvement et la séquestration, c'est trop. Un murmure choqué parcourut la salle. Stéphane regarda Chloé comme s'il la voyait pour la première fois. Tu as planifié l'accident de Manon ? Demanda-t-il, horrifié. Chloé, réalisant que sa situation était intenable, abandonna toute prétention. Son joli visage se transforma en un masque de dédain et d'arrogance. Elle était sur mon chemin. Tout comme ta mère campagnarde l'est maintenant. Elle se tourna vers Marie avec un sourire cruel. Tu crois vraiment avoir gagné, la vieille ? Tu penses que ton précieux petit garçon va simplement retourner dans tes bras maintenant ? Regarde-le, un faible qui a eu besoin d'être drogué pour fonctionner dans le monde des puissants. Assez, Chloé. La voix de Stéphane tonna dans la salle, surprenant tout le monde. Pour la première fois depuis des années, il y avait du feu dans ses yeux, une détermination que même l'effet résiduel des drogues ne pouvait supprimer. C'est fini. Sors de ma maison. Ta maison ? Elle rit. Un son froid et métallique. Vérifie les documents, chérie. Cette maison, ainsi que 60% de tes entreprises, sont à mon nom maintenant. Techniquement, c'est moi qui devrais te mettre dehors. Avant que la situation ne dégénère davantage, 2 hommes en civil, discrets, apparurent à l'entrée de la salle. C'étaient des inspecteurs de la police nationale, appelés discrètement par Geneviève des heures auparavant. Chloé Lambert, dit l'un d'eux en s'approchant, ou quel que soit votre vrai nom. Vous allez devoir nous accompagner pour répondre à de multiples accusations, fraude, usurpation d'identité, tentative de coups et blessures graves, administration non consentie de substances contrôlées. La liste continua, mais Chloé n'écoutait plus. Ses yeux calculaient frénétiquement les voies de fuite. D'un mouvement soudain, elle attrapa une bouteille de champagne sur la table voisine et la brisa, tenant le goulot éclaté comme une arme improvisée. Personne ne m'emmènera nulle part, déclara-t-elle en reculant vers une des portes latérales. J'ai passé des années à construire cette arnaque parfaite. Des années. Vous n'avez aucune idée de ce que j'ai dû faire, des vieux riches et dégoûtants que j'ai dû supporter pour en arriver là. La situation était tendue. Les invités reculaient, formant un demi-cercle. Les policiers avançaient lentement, les mains sur leurs armes, mais hésitant en raison de la présence de civils. C'est alors que Marie, à la surprise de tous, marcha calmement vers Chloé. « Ma chère, dit-elle avec une tranquillité surprenante, il y a encore une sortie honorable. Coopérez avec les autorités. Votre cas attirera certainement des avocats compétents, étant donné votre notoriété. Restez loin de moi, la vieille. » cria Chloé en brandissant le verre brisé. C'est vous qui avez tout gâché. J'aurais dû vous envoyer dans cette maison de retraite dès la première semaine. Marie continua d'avancer lentement. Vous êtes jeune, intelligente. Même avec une condamnation, vous aurez une vie devant vous. Ne transformez pas la fraude en quelque chose de pire. Pendant un instant, quelque chose vacilla dans les yeux de Chloé. La compréhension que sa situation était en effet irréversible. Tant de témoignages, tant de preuves. Tant de victimes antérieures surgissant du passé. Manon profita de ce moment d'hésitation pour s'approcher de l'autre côté. Chloé, je suis médecin. Je sais que vous n'êtes pas totalement lucide en ce moment. Les substances que vous utilisiez pour contrôler les autres ont fini par vous affecter aussi. Laissez-moi vous aider. Acculée entre la compassion inattendue de ses 2 principales victimes, quelque chose sembla se briser en Chloé. Le goulot éclaté tomba de sa main et, pour la première fois depuis que Marie l'avait rencontrée, elle vit quelque chose de sincère sur son visage. Pas de manipulation, pas de calcul, mais une véritable défaite. « Vous ne comprenez pas » murmura-t-elle alors que les policiers s'approchaient pour l'arrêter. « Je voulais juste ce que je mérite. Ce que le monde me doit. » Alors que Chloé était escortée dehors, un silence pesant s'abattit sur la salle. Les invités, encore sous le choc, ne savaient pas comment réagir à la révélation dramatique qui avait transformé une célébration élégante en une opération de police. Stéphane, semblant à la fois épuisé et éveillé, s'approcha de sa mère et la serra fort dans ses bras. « Maman » murmura-t-il, la voix étranglée par l'émotion. « Pardonne-moi de ne pas avoir vu, de t'avoir douté. » Marie caressa les cheveux de son fils,
comme elle le faisait quand il était petit. Tu ne pouvais pas savoir, mon fils. Elle était méticuleuse, patiente, et elle a utilisé des armes que personne ne pouvait combattre facilement. Lentement, les invités commencèrent à se retirer, murmurant entre eux sur le scandale qui dominerait certainement les gros titres le lendemain. Monique et les autres employés, visiblement soulagés, commencèrent à démonter la décoration de la fête qui n'avait jamais vraiment eu lieu. Manon resta à une distance respectueuse, incertaine de sa place dans ce nouveau scénario. Stéphane, remarquant son hésitation, tendit la main dans sa direction. « Nous devons parler, dit-il simplement. Il y a tant de choses dont je ne me souviens pas clairement, tant de choses que j'ai besoin de comprendre. Il y aura du temps, répondit Manon avec un doux sourire. D'abord, nous devons prendre soin de toi, détoxifier complètement ton organisme. Geneviève s'approcha, passant un bras autour des épaules de Marie. Tu as réussi, mon ami. Tu as affronté cette vipère et tu as gagné. Marie sourit, épuisée mais satisfaite. Nous avons réussi, Geneviève. Tout ensemble. Elle regarda Monique, qui supervisait le nettoyage de la salle, Lucas, qui témoignait auprès des policiers, et Manon, qui parlait maintenant doucement à Stéphane. Il faut une communauté pour démasquer une prédatrice. Plus tard, lorsque la maison de maître fut enfin silencieuse et que les derniers policiers furent partis avec leurs preuves, Marie s'assit sur le balcon de sa chambre, contemplant les étoiles au-dessus de la Provence. La campagne brillait au loin, belle et indifférente au drame qui venait de se dérouler. Stéphane vint la retrouver là, apportant 2 tasses de tisane préparées par lui-même, avec des sachets commerciaux bien visibles. Un toast à la fin des tisanes spéciales, plaisanta-t-il, essayant d'apporter de la légèreté à une soirée chargée d'émotions. Cette petite maison en Auvergne va me manquer, commenta Marie après un long silence confortable. Elle était petite, mais c'était la nôtre. La tienne, la mienne, celle de ton père. Stéphane prit la main de sa mère. Les inspecteurs ont dit qu'ils parviendront probablement à annuler la plupart des transferts frauduleux, puisque nous avons la preuve de la manipulation chimique. Mais même s'ils n'y arrivent pas. Il hésita, cherchant les mots justes. Même si je perds tout, peu importe. Nous pouvons recommencer en Auvergne, si tu le souhaites. Marie sourit en serrant la main de son fils. Ce ne sera pas nécessaire, mon fils. Ce qui compte, c'est que je t'ai retrouvé. Le reste, ce ne sont que des choses. Le lendemain matin, le lever du soleil apporta une nouvelle réalité à la maison de maître. L'empire financier de Stéphane était compromis, sa réputation égratignée, son cœur confus entre des souvenirs manipulés et des sentiments réels redécouverts. Mais pour la première fois depuis des années, il respirait l'air de la liberté de choisir, de ressentir, d'être vraiment lui-même. Et à ses côtés, aussi solide que toujours, comme elle l'avait été depuis son premier jour, se tenait Marie, la mère qui avait traversé des distances géographiques et émotionnelles pour le sauver, non pas avec la force physique ou le pouvoir financier, mais avec l'arme la plus puissante qu'elle connaissait, un amour inconditionnel et la sagesse de toute une vie. 3 mois s'étaient écoulés depuis la nuit fatidique où Chloé Lambert avait été démasquée et arrêtée. La maison de maître en Provence, autrefois symbole d'opulence et de froideur, s'était transformée. Les lourds rideaux avaient été remplacés par des tissus légers qui laissaient entrer la lumière naturelle. Les pièces formelles avaient cédé la place à des espaces plus accueillants, et le silence oppressant avait été brisé par le son de rires et de conversations authentiques. Marie, vêtue d'un ensemble simple mais élégant, était dans le jardin à cueillir des herbes pour le déjeuner lorsque Monique s'approcha. « Madame Dubois, l'équipe de rénovation est arrivée pour finaliser le projet de l'aile. » « Merci, Monique. Dites-leur que j'arrive. » L'aile de la demeure, où se trouvait l'ancienne chambre isolée de Marie, était en cours de transformation en une petite clinique de réadaptation pour les victimes d'abus psychologiques et de dépendance chimique. L'idée était née d'une conversation entre Marie et Manon, qui travaillaient maintenant ensemble sur le projet. En traversant la propriété, Marie réfléchissait aux changements spectaculaires des derniers mois. L'affaire Chloé était devenue l'une des plus commentées dans les médias nationaux. Les enquêtes avaient révélé au moins 8 victimes antérieures, des hommes prospères qui avaient été manipulés, drogués et escroqués par des schémas similaires à celui qui avait failli détruire Stéphane. Sous sa véritable identité, Victoria Machado, fille d'un petit escroc d'un village de Bretagne, Chloé attendait maintenant son procès. Les preuves étaient accablantes, les journaux détaillés, les analyses toxicologiques, les témoignages des victimes précédentes,
les confessions de complices comme Lucas et, plus dévastateur encore, les enregistrements qu'elle avait elle-même faits de Stéphane en état de suggestibilité induite, signant des documents. Son cas avait déclenché un débat national sur un type de crime rarement discuté, la manipulation chimique à des fins de contrôle psychologique et de fraude. Des experts en droit, en psychologie et en médecine débattaient dans les principaux médias sur la manière d'identifier, de prévenir et de punir adéquatement de tels crimes. Dans le salon principal de la maison, Stéphane discutait avec une équipe d'avocats. Petit à petit, il reprenait le contrôle de ses affaires. De nombreux transferts et procurations signés pendant la période d'influence chimique avaient été annulés par la justice, bien que certaines propriétés et certains investissements soient restés inaccessibles, bloqués dans des litiges juridiques complexes. « Maman » appela-t-il en voyant Marie passer. « Viens rencontrer le docteur Mendes. Il va coordonner l'équipe médicale de notre fondation. » La fondation Pierre Dubois, nommée en l'honneur du père de Stéphane, avait été créée pour soutenir les victimes de fraudes similaires et financer la recherche sur la manipulation chimique et psychologique. C'était la façon que Stéphane avait trouvé de transformer son expérience traumatisante en quelque chose de positif. « C'est un plaisir, Madame Dubois, dit le médecin, un homme d'âge mûr aux yeux bienveillants. Votre histoire a inspiré de nombreuses personnes à chercher de l'aide. Des victimes qui restaient auparavant silencieuses par honte ou par peur de ne pas être crues. La honte devrait être pour les prédateurs, jamais pour les victimes, répondit Marie avec la sagesse simple qui la caractérisait. Après les présentations, Stéphane accompagna sa mère jusqu'au jardin d'hiver, un nouvel espace créé spécialement pour qu'elle puisse cultiver des plantes médicinales. « Comment te sens-tu aujourd'hui » demanda-t-elle, remarquant qu'il semblait plus reposé. Le processus de désintoxication avait été long et difficile. Des semaines de symptômes de sevrage, de confusion mentale, de perte de mémoire et d'instabilité émotionnelle. Manon avait supervisé le traitement personnellement, avec le dévouement de quelqu'un qui connaissait non seulement le médecin, mais aussi la personne derrière le patient. De mieux en mieux chaque jour, répondit Stéphane. Manon dit que mes analyses sont presque normales, les maux de tête ont diminué et j'arrive à dormir sans médicaments. Et pour les souvenirs ? Il soupira, passant une main dans ses cheveux maintenant légèrement grisonnants sur les tempes, un effet secondaire du stress et du traitement. Toujours fragmenté. C'est comme essayer d'assembler un puzzle avec des pièces manquantes. Je me souviens de choses de mon enfance avec une clarté cristalline, mais les 2 dernières années sont un brouillard confus. Laisse le temps au temps, mon fils. Le cerveau humain est surprenant dans sa capacité de guérison. Ils marchèrent dans un silence confortable jusqu'à la partie la plus éloignée du jardin, où un petit banc en bois avait été installé sous un cerisier. C'était l'endroit préféré de Marie pour méditer ou simplement admirer la vue sur la campagne environnante. « J'ai reçu une lettre de Geneviève aujourd'hui » commenta-t-elle en s'asseyant. Elle est enthousiaste à l'idée de la conférence internationale sur l'abus pharmacologique que nous allons organiser le mois prochain. Elle mérite toute la reconnaissance, dit Stéphane. Sans elle, sans toi, sans Manon. Il laissa la phrase en suspens, incapable de contempler le sort qu'il aurait subi si le plan de Chloé avait réussi. Nous sommes plus forts ensemble, mon fils. Nous l'avons toujours été. Le bruit d'une voiture qui approchait interrompit la conversation. C'était Manon qui revenait de l'hôpital où elle travaillait. Au cours des derniers mois, elle et Stéphane avaient lentement reconstruit leur relation. Ce n'était pas une réconciliation romantique immédiate. Tous deux savaient qu'ils avaient besoin de temps pour guérir les anciennes blessures et construire de nouvelles bases de confiance. Mais il y avait une camaraderie sincère, renforcée par l'expérience partagée de la résilience. J'ai apporté les résultats des dernières analyses, annonça-t-elle en s'approchant avec un dossier, et de bonnes nouvelles du laboratoire de l'université. Ensemble, ils examinèrent les documents qui confirmaient le rétablissement physique de Stéphane et discutèrent des avancées dans la recherche sur des antidotes spécifiques aux substances utilisées par Chloé. C'était un projet conjoint de l'équipe médicale de Manon et du département de toxicologie, où Geneviève avait encore des contacts. Cela pourrait aider d'autres victimes, commenta Manon, visiblement enthousiasmée par les possibilités thérapeutiques. Nous détectons des cas similaires dans tout le pays. Des gens qui n'auraient jamais imaginé être drogués par leurs partenaires, leur famille ou même leurs collègues de travail. On dirait que démasquer Chloé a ouvert une boîte de Pandore, observa Stéphane. Parfois, il faut exposer l'obscurité pour trouver la lumière, dit Marie avec sérénité. L'après-midi avançait lorsque Lucas, l'ancien chauffeur de Stéphane,
arriva à la maison de maître. Après avoir conclu un accord de plaidoyer de culpabilité, il avait reçu une peine réduite, avec droit à un régime de semi-liberté. Il travaillait maintenant à la fondation comme consultant en sécurité, utilisant son expérience pour identifier les failles que des prédateurs comme Chloé pourraient exploiter. J'ai apporté les nouvelles caméras de sécurité que vous aviez demandées, dit-il à Stéphane, encore mal à l'aise avec la nouvelle dynamique de leur relation, et aussi les rapports de l'enquête sur le cas d'une ville de province. Pendant que Stéphane et Lucas discutaient des détails techniques, Marie et Manon se dirigèrent vers la cuisine, où Monique préparait une tisane d'herbes fraîches, une nouvelle tradition de la maison, initiée pour redonner un sens positif à l'expérience du thé du soir. « Comment va-t-il vraiment » demanda Marie à voix basse, en parlant de son fils. Manon soupira. Physiquement, il est presque rétabli. Émotionnellement, il y a encore un long chemin à parcourir. Le traumatisme de la manipulation, la honte d'avoir été trompée, la colère contre lui-même de ne pas s'en être rendu compte plus tôt. Elle hésita. Et il y a aussi la question des sentiments. Il a été programmé chimiquement pour aimer Chloé. Déconstruire cela est un processus douloureux. Et pour vous deux ? Une légère rougeur teinta les joues de Manon. Nous reconstruisons, petit à petit. D'abord en tant qu'amis, puis nous verrons. Il a besoin de redécouvrir qui il est vraiment sans aucune pression supplémentaire. Marie acquiesça avec compréhension. Le véritable amour est patient. La nuit tombait lorsque tout le monde se réunit pour un dîner simple sur la terrasse. Monique avait préparé un pot-au-feu léger, un plat que Marie avait enseigné à la gouvernante, apportant un peu de la saveur de l'Auvergne à la sophistication de la Provence. La table, autrefois formelle et intimidante, était maintenant un espace de communion. « J'ai une annonce à faire », dit Stéphane après que tout le monde se soit servi. « J'ai décidé de quitter la société de promotion immobilière. » Marie regarda son fils avec surprise. « Tu es sûr, mon fils ? Tu as construit cette entreprise à partir de rien. Et elle a été presque détruite par la cupidité et la manipulation. » De plus, il hésita, cherchant les mots justes, « Je ne suis pas sûr que c'était vraiment mon rêve, ou si c'était le chemin que j'ai suivi pour prouver quelque chose à quelqu'un. » « Et que vas-tu faire maintenant ?» demanda Manon. « Je vais me consacrer entièrement à la fondation. » Et, il sourit pour la première fois depuis des mois avec une joie sincère dans les yeux, « Je vais reprendre un ancien projet. Tu te souviens de cet ensemble de logements durables que nous avions commencé à planifier avant d'eux. Eh bien, avant que tout cela n'arrive. » Manon sourit, clairement émue. « Le projet pour les communautés vulnérables, bien sûr que je me souviens. C'était révolutionnaire. Ça a toujours été ma véritable passion. Construire non seulement pour les riches, mais pour ceux qui ont vraiment besoin d'un logement décent. » Il regarda sa mère. « C'est ce que papa m'a appris, n'est-ce pas ? Qu'une maison n'est pas faite de marbre et d'or, mais d'amour et de respect ?» Marie sentit les larmes lui monter aux yeux. « Ton père serait très fier, Stéphane. » « Je le suis. » La conversation coula naturellement, évoquant des souvenirs du passé, des plans pour l'avenir et des réflexions sur les leçons apprises. Il y avait une nouvelle légèreté dans l'air, comme si la maison de maître pouvait enfin respirer après des années étouffées par les mensonges et les manipulations. Plus tard, alors que tout le monde s'était retiré, Marie resta sur la terrasse à contempler la lune qui illuminait le jardin. Elle sortit de sa poche le vieux médaillon en or avec la photo de Pierre, le même que Chloé avait caché des mois plus tôt dans sa première tentative de manipulation. « Nous avons réussi, Pierre, » murmura-t-elle en caressant le métal froid. « Nous avons sauvé notre garçon. » Une douce brise agita les feuilles des arbres, comme une réponse silencieuse. Marie sourit, ressentant une paix qu'elle n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Le voyage avait été ardu, rempli de dangers et de douleurs, mais aussi de découvertes profondes sur la force de l'amour familial, l'importance de la communauté et le pouvoir de la vérité. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait sur la Provence, Marie se préparait pour une nouvelle journée. Il y avait tant à faire, superviser les rénovations de la clinique, travailler dans le jardin d'herbes médicinales, aider à l'organisation de la conférence internationale et, surtout, continuer à être le port sûr pour son fils en convalescence. La vie lui avait appris que les prédateurs les plus dangereux n'ont pas toujours des griffes visibles, que les poisons les plus mortels peuvent se présenter dans de beaux emballages et que les plus grandes batailles sont souvent menées en silence, loin des regards du public. Mais elle lui avait aussi appris que le véritable amour, celui qui protège sans étouffer,
qui renforce sans dominer, est la plus puissante des armes contre toute forme de manipulation. En arrosant ses plantes, Marie observa Stéphane et Manon, discutant avec animation des plans pour l'ensemble de logement. Il y avait encore un long chemin à parcourir, des cicatrices qui auraient besoin de temps pour guérir complètement, des souvenirs à reconstruire. Mais pour la première fois depuis qu'elle avait mis le pied dans cette maison de maître, elle sentit qu'elle n'était plus en territoire ennemi. Elle était chez elle. Et cette maison, contrairement à celle que Chloé avait construite, était fondée non pas sur le mensonge et la manipulation, mais sur la vérité, le respect et l'amour sincère. La lumière du soleil atteignit enfin tous les coins du jardin, dissipant les dernières ombres de la nuit. Un nouveau jour avait commencé, un jour de renouveau. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Marie et Stéphane a touché vos cœurs. Pour poursuivre ce voyage émotionnel, nous avons préparé une playlist spéciale avec des histoires tout aussi captivantes sur la force de l'amour familial et la résilience face à l'adversité. Retrouvez-la ici en cliquant sur votre gauche. Si vous avez aimé ce récit de résilience et d'espoir, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un j'aime sous la vidéo. Chaque jour, nous vous proposons des histoires uniques qui explorent la complexité des relations humaines et le pouvoir transformateur du véritable amour. Ne manquez pas nos prochains contenus et partagez vos propres expériences dans les commentaires. Après tout, comme Marie l'a découvert, nous sommes plus forts lorsque nous sommes ensemble.